Rebonjour à tous. Pour ceux qu'on n'a pas revus depuis un petit moment ou qui nous ont quittés hier soir. Un atelier sur les agents IA et les nouvelles fonctionnalités qu'on peut retrouver dans les solutions IA avec mon collègue Vincent Van de Velde, hein, d'Idées Réseau, ici présent. Bravo. Et Lionel Bertounèche de Génial aussi, que vous avez vu hier, s'il y en a qui ont suivi sur l'automatisation, qui était aussi assez intéressant, je pense, comme atelier, un peu technique hein, pour certains, mais ça permet de faire un tour d'horizon sur tout ce qu'on pouvait voir. Donc là, pour commencer, je ne vais pas faire de grande introduction, on va rentrer dans le vif du sujet, s'il veut. S'il veut pas. Ça y est. Voilà. Donc juste pour démarrer, on fait juste un panorama des solutions. Alors bien sûr, il est limité parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. D'accord. Mais celles qui sont vraiment très intéressantes aujourd'hui. Vous voyez que ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, qui sont en fait solutions américaines, qui sont les leaders aujourd'hui. Les Américains, ils sont forts, tout ça, ils arrivent forts. Mais juste derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors un Français, il est français, mais avec un capital quand même qui n'est pas 100% français. Et puis, ils sont partis, je crois, en Californie pour travailler un peu plus librement. Et puis derrière, on va retrouver aussi Perplexity, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui est un moteur de réponse. On va retrouver DeepSeek, Qwen, qui sont des IA chinoises. Les Chinois, ils sont revenus assez fortement là ces derniers temps. On a beaucoup entendu parler de DeepSeek, justement, on va en parler sur le raisonnement. Et puis après, on a des nouveaux acteurs aussi qui sont très intéressants, qui sont Genspark et Manus, qui sont des agents autonomes. Et eux, ils viennent d'arriver vraiment, il y a quoi? Il y a 2 mois. On a fait cet atelier en fait, en se disant, enfin moi, on a commencé en janvier, là, on travaille pas mal les formations de ça, puis juste en 3 mois, il y a eu plein de fonctionnalités qui sont arrivées, plein de nouveaux acteurs, et on s'est dit, mais il faut vraiment présenter ça, parce que si on ne présente pas ça, en fait, ça va être compliqué de s'y retrouver. Donc je vous ai mis aussi les liens ici, vous y verrez un petit peu tous ces acteurs. Je vous dis pas, il faut y aller à tous, mais d'avoir des solutions payantes sur quelques-uns d'entre eux, à mon avis, pour bien travailler, c'est aujourd'hui indispensable. J'ai un souci de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc, juste lister les fonctionnalités. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait des solutions IA, on a un espace conversationnel, et après, c'était à peu près tout. Et on passait tout par là. Et puis là, d'un coup, on se retrouve avec un éditeur de texte intégré. Je vais vous le présenter juste après. Il y en a plusieurs. C'est vraiment Anthropic, Claude qui avait commencé à le faire. On trouve des moteurs de recherche que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt autonomes, pas reliés au web. Là, maintenant, ils sont reliés au web. Ça commence à aller beaucoup plus loin. On va avoir de l'analyse d'image. On va avoir de la recherche profonde. Alors ça, c'est quand même une des fonctionnalités les plus extraordinaires et la plus impactante, je pense, qui peut être très impactant dans votre quotidien et dans toutes vos stratégies, tout ça. Enfin, on verra vraiment que quand vous travaillez avec d'autres outils comme Notebook LM et tout ça, c'est des outils très puissants. On va voir le mode vocal. Beaucoup de gens, en fait, ne connaissent pas le mode vocal aussi poussé qu'on peut le faire. On va avoir des agents, justement, des GPTs qu'on a montré un peu hier aussi. On a des modes projet. Et puis, on a des générateurs d'images. Donc, on va passer pas tout en revue parce que sinon, il y a encore plein d'autres. Je vous ai fait un petit tableau avec toutes les fonctionnalités aussi. Vous pourrez regarder avec quelle solution, quelle fonctionnalité. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, l'idée, c'est de démarrer quand même par ceux qui sont les plus importants. Canva, éditeur de texte. Donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent l'utiliser, parce que des fois, il se met naturellement en place sur ChatGPT. Mais ça a été une vraie révolution, parce que quelque part, vous pouvez travailler directement votre texte dans ChatGPT, à partir du moment où il génère un texte, ou si vous voulez modifier un texte, vous lui dites ouvrir Canva, ou aller chercher directement le petit bouton Canva. Et là, on va retrouver en fait un espace où on peut aller remplir directement ou compléter par de l'écrit le texte qui est ici. On peut sélectionner une ligne si on veut et demander à l'IA d'aller intervenir que sur cette ligne, de par exemple réécris-moi cette ligne, réécris-moi ce mot, trouve-moi un synonyme, explique-moi. Donc on a vraiment tout un travail chirurgical, d'accord, et non pas global sur un texte. Donc ça veut dire que quand vous travaillez un texte, je veux garder ce paragraphe, je peux juste travailler que sur ce paragraphe avec un prompt adapté.
hein. Et là, ici, je vais garder quand même la conversation, elle va rester affichée à côté. Et dans cette conversation, je peux lui, par contre, lui dire, bah, vas-y, reprends-moi le texte pour qu'il soit plus expérientiel, plus séducteur, tout ça. Par contre, attention, si je le travaille ici, il va me reprendre tout le texte. Donc, il faut bien comprendre, hein, si là, c'est tout le texte. Par contre, si je veux juste prendre ces 2 lignes-là et lui dire, fais-moi de ces 2 lignes un texte expérientiel, eh ben, il va reprendre que ces 2 lignes. Et je lui dis, tu peux aussi agrandis-le. Enfin, je lui mets toutes les commandes que je veux. Donc, c'est vraiment, je trouve, pour moi, la plus grande évolution dans ces solutions qui nous permettent vraiment d'être beaucoup plus efficaces. On va y retrouver en fait un menu des modifications ici. On peut revenir en arrière, on va voir un peu les différentes modifications qui ont été faites, ainsi de suite. Et on a un menu correction où aussi on va retrouver plein de fonctions. Alors moi, franchement, c'est pas là où on va les utiliser le plus. Mais par exemple, on peut lui demander écris comme un enfant de 5 ans ou écris comme reprends le texte et écris-le comme un universitaire bac plus 5. D'accord. Donc là, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a plusieurs fonctions, il faut les tester, il faut juste appuyer sur le petit bouton, sinon il n'apparaît pas. Mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve sur Claude aussi avec l'artefact. Mais petit conseil quand même, on travaille beaucoup moins bien avec l'artefact de Claude. Moi, ça m'arrive souvent de travailler, je vous le dis un peu en expérience personnelle. Je vais travailler Claude parce que Claude, entre guillemets, Claude, il n'y a rien à voir avec toi. Hein, d'accord. Mais c'est vraiment un outil qui est, à mon avis, des plus performants sur la réponse dans le côté business. Et par contre, quand on veut travailler sur un éditeur de texte, ben, moi, je vais prendre mon texte, je vais le copier, je vais l'envoyer sur ChatGPT et je vais le bosser sur ChatGPT, quitte à revenir après sur Claude pour retravailler d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, l'idée, c'est que là, la fonctionnalité est sûrement la plus aboutie. Le meilleur moteur pour moi, enfin, je sais pas, c'est Claude derrière. Donc voilà sur l'éditeur. Autre approche de fonctionnalité, on a le mode vocal. Donc souvent en mode mobile. Alors, on l'a aussi en mode ordinateur. Et là, vous cliquez ici. Vous avez 2 modes vocaux. Vous avez un mode vocal soit version payante, donc il est amélioré, soit version de base. Et là, on va retrouver en fait la capacité de charger une photo, de prendre une photo, voire de partager l'écran. Et ce qui est assez intéressant, je prends la. Ah, il a marché, il a marché. Je comprends pas pourquoi il marche pas mon truc là. Juste. Attends. Ouais, je suis désolé. Petit souci technique. Ça passe? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver ici, c'est que si je prends une photo, je peux parler en vocal et lui demander, bah, tiens, regarde cette rue, fais-moi un descriptif de cette rue. Je peux lui demander aussi où elle est, cette rue. Je peux lui demander plein de choses. Mais si je veux faire un descriptif touristique ou ainsi de suite, je peux très bien prendre par une photo ou même par une vidéo, d'accord, et dialoguer avec mon IA en lui posant des questions, en attendant sa réponse, ainsi de suite, et en récupérant, en lui demandant, bah, fais-moi un descriptif touristique pour telle et telle chose, quoi, avec tel et tel argument à l'intérieur. Donc, c'est quand même une fonction qui est extrêmement intéressante. Et dedans, vous avez en plus une fonction où vous pouvez demander à l'IA de connecter à votre écran, et vous naviguez en fait sur votre écran, et vous pouvez en même temps dialoguer avec lui par rapport à ce que vous avez sur votre propre écran. Je parle de smartphone. Hein. Et donc, vous allez sur une autre application, vous pouvez lui dire: «Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu penses de l'ergonomie de ce site web?» tout ça. Enfin, vous pouvez faire plein de choses, ainsi de suite. Et là, vous avez en fait l'heure ici qui est toujours en rouge. Ça veut dire qu'en fait, elle est toujours connectée, même si vous naviguez sur d'autres applications. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, mais qui est vraiment très intéressante, ne serait-ce qu'aussi pour un petit souci, une notice en mode d'emploi chez vous, vous avez un problème, il faut réparer quelque chose, vous filmez, vous dialoguez avec votre IA. C'est quoi ça? Ça marche comment? Tu sais où est la notice? Tout ça va me chercher la notice. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Ça, je l'ai montré aussi hier, bah, c'est tout simplement les GPTs. On a plein de GPTs aujourd'hui, donc c'est des petits raccourcis qui vous permettent d'avoir alors c'est pas nouveau celui-là, hein, on l'a depuis longtemps. Donc si vous avez le mode payant de ChatGPT, vous avez le GEM aussi avec Gemini, qui vous permet en fait tout simplement d'avoir des conversations guidées qui vont plus vite, parce que là par exemple vous pouvez créer un persona, vous pouvez en fait ici vous allez dialoguer avec un persona. Ici c'était pour générer une réunion par exemple. Donc dès que j'ai mon compte rendu, moi, j'ai formaté un prompt derrière. Il va me dire, bah, vas-y, donne-moi ton compte rendu ou tes notes, tout ça. Je lui envoie les notes et hop, on a formaté un compte rendu de réunion. Et en plus, je peux continuer la conversation. Je lui dis, il me fait le compte rendu de réunion et puis je lui dis, non, mais là, développe-moi ce point, sois plus synthétique là-dessus, mets-moi tel et tel. Donc, je peux aujourd'hui, en plus, continuer la conversation à partir de là.
hein, ou générer des expériences, par exemple, lui demander par rapport à un texte, là, je vais lui mettre des textes, je dis génère-moi 10 titres pour mon texte. Donc, au lieu d'aller chercher et d'écrire un prompt, j'ai des raccourcis directement. Donc, c'est quand même quelque chose, il faut savoir utiliser, c'est quand même très utile. Autre fonctionnalité qui est sortie quand même, qui est majeure, enfin ces derniers temps, je pense que pour beaucoup, c'est on avait DALL-E jusqu'à maintenant, mais DALL-E c'était un petit peu moyen au niveau de la représentation. Là, on a vraiment la génération d'images de GPT-4o qui a passé un cap, quoi. Vraiment, c'est vraiment devenu la plupart des photos que vous voyez dans les présentations, tout ça, fait avec, c'est juste énorme. Là, c'est l'exemple pour cet après-midi, l'atelier de l'après-midi. Je lui ai demandé génère une image qui matérialise une couche de site web tourisme avec une surcouche d'intelligence artificielle qui anime le site web avec un chatbot par exemple au format paysage et design hyper réaliste, moderne et tendance. Donc en fait, il faut dire il y a quoi, quelle forme, ainsi de suite. Et il arrive quand même à sortir des photos. Et en même temps, quand je fais une photo comme ça, je peux venir ici, sélectionner le texte qui est là, lui remettre un texte je lui dis fais le texte en français, supprime, remets un autre texte. Je peux lui dire, j'aurais très bien pu sélectionner ici, fais-moi un autre visage, ainsi de suite. Et en fait, je vais travailler la photo par zone avec directement un prompt adapté, une commande adaptée. Donc c'est quand même, c'est une vraie révolution. Enfin franchement, il y a Midjourney qui est quand même très bon aussi si vous voulez faire de la photo super qualité, mais qui est quand même plus moi, je travaille avec les deux, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide avec ChatGPT et c'est quand même une grosse révolution à ce niveau-là, quoi. Voilà. Après, on a une autre fonction aussi, donc on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, je trouve que c'est la fonction projet sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fonction projet, on va retrouver finalement un espace que vous retrouvez ici à gauche, sur lequel vous avez vous avez un espace conversationnel et vous allez surtout retrouver toutes les conversations associées à cette conversation. Par exemple, ici, c'est tous les logiques, tout ce que je vais utiliser moi en logique de formation ou de demande de formation. Et je lui ai mis en plus une base de connaissances. Une base de connaissances, ça veut dire que je lui ai mis en référence ce que j'ai déjà comme texte ou les exemples de formation que j'ai déjà rédigés, ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, lui, il a ça en base de connaissances et je peux lui donner des instructions ici. Et dès que je vais faire une conversation, il va se baser sur cette base de connaissances, il va se baser sur les instructions que j'ai posées là. Donc c'est un petit peu une forme, enfin c'est un GPT un peu particulier, quoi, entre guillemets. C'est vraiment intéressant aussi à travailler. Ça vous évite, enfin, ça vous permet de passer d'un univers à l'autre. Là, je travaille sur les formations. Demain, je travaille sur un autre sujet. Ben, j'ai pas besoin d'avoir ces instructions-là. Donc, c'est quand même assez intéressant dans cette logique-là. Et je retrouve surtout toutes les conversations associées. Vas-y. Si je peux compléter, en fait, l'autre avantage aussi, c'est que quand vous allez lancer une nouvelle conversation avec ce mode-là, il va s'inspirer et travailler avec toutes les conversations que vous avez déjà faites. Alors qu'avant, quand vous faites juste une conversation normale, il faut voir que les conversations, c'est des containers étanches. Donc, quand vous lancez une nouvelle conversation, il ne va pas chercher dans vos anciennes conversations pour s'aider à répondre. Parce qu'aussi bien, ça n'a rien à voir ce que vous avez fait avant. Alors que là, comme c'est des conversations que la même thématique, il va utiliser la base de connaissances, le prompt initial et tout l'historique. Donc, plus vous allez travailler avec le projet, plus le projet va être pertinent dans ses réponses. Merci pour ce témoignage. Donc, voilà exemple ici d'une instruction qui était passée. Hein. Ce projet existe pour m'aider à créer des fichiers, évaluer des formations, enfin bon, tout un cadre en fait où j'ai posé le cadre des instructions que je veux qu'ils prennent à ce niveau-là. Donc c'est quand même intéressant d'y réfléchir de qu'est-ce que vous mettez dans les projets. Et petite astuce aussi pour certains, quand on travaille par exemple sur des offices où on a un seul compte pour plusieurs acteurs, ben en fait on va faire un projet par exemple par salarié. Ça veut dire que tout le monde va retrouver ces conversations dans son projet. Donc ça, c'est un peu une astuce, même si après, par contre, si vous voulez faire des vrais projets de ça, c'est un peu plus compliqué. Après, on ne veut pas aussi les transmettre. Ça, c'est un peu dommage quand on a plusieurs comptes. C'est ça qui est dommage aussi, par contre, de ne pas pouvoir avoir une approche plus communautaire dans le travail. Voilà. Alors, c'est pour ça ce que je vous disais. Je vous ai fait un petit tableau là-dessus où vous allez retrouver en haut, ce sont toutes les solutions d'IA, ChatGPT, Claude, Gemini, en mode payant quand même global. Le chat, DeepSeek, Perplexity et toutes les fonctionnalités ici. Et vous regardez en fait ce qu'ils proposent. Comme ça, vous aurez un panorama. Je ne les passe pas en revue, hein, sinon j'y passe 2 heures. Mais là, vous avez quand même une réserve. Alors, avec une limite quand même, c'est que ça se trouve, il est déjà plus à jour. D'accord? C'est que ça va tellement vite aujourd'hui sur l'IA que je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, cette nuit, tout ça. Déjà, je l'ai remis à jour il y a 2 jours. Et il y avait quand même pas mal de choses qui ont évolué parce que c'est une guerre entre toutes ces solutions pour prendre le leadership.
À partir de ce moment-là, dès qu'il y en a un qui sort une fonctionnalité, l'autre, il va essayer de la récupérer, ainsi de suite. Voilà. Mais juste peut-être en bas, là, où il y a les autres fonctionnalités, on voit en fait qu'il y a pas mal de choses plus singuliers par rapport à chaque acteur. Je te laisse la suite sur les IA Merci. à raisonnement. Contrairement à moi. Donc, on en a parlé hier pour ceux qui ont vu la conférence, qui est géniale d'ailleurs, conférence Le Grand Témoin. Il vous a parlé à un moment donné des modèles à raisonnement et en vous disant que c'est ça qui avait déclenché tout ce qui va se passer à partir de maintenant sur les agents, sur d'autres fonctionnalités dont ils vont vous parler par la suite, notamment la recherche approfondie est basée là-dessus. Et c'est ce type de modèle qui a fait prendre un gap aux IA. Donc c'est quoi la différence entre un modèle d'IA classique, c'est-à-dire prenons pour ceux qui connaissent ChatGPT, un ChatGPT 4o, et un modèle à raisonnement, donc un ChatGPT O3 par exemple. Au niveau de l'objectif, un modèle d'IA classique, son objectif c'est de créer du contenu nouveau et original. Donc vous lui posez une question, vous lui demandez d'effectuer une tâche, de rédiger un texte, etc. Il fait son travail et il vous propose la réponse. Le modèle à raisonnement, lui, il est plutôt fait pour résoudre des problèmes complexes, pour planifier, pour prendre des décisions, enfin tout ce qui va amener à traiter un sujet multifactoriel. Donc ça sert à rien d'aller chercher directement un modèle à raisonnement pour faire tout ce que vous faites aujourd'hui avec ChatGPT. Il sera pas forcément meilleur pour des tâches basiques. Par contre, dès que vous avez une tâche multifactorielle, alors là, effectivement, vous allez chercher ce type de modèle. Le fonctionnement, c'est quoi? Le modèle classique, vous le connaissez maintenant, il a appris sur énormément de données et il va imiter de la structure, du style, il va deviner le mot suivant pour vous écrire un texte ou effectuer la tâche. Le modèle à raisonnement, lui, va faire quoi? Il va décomposer les problèmes. Donc il va prendre votre demande comme une problématique à traiter et à partir de là, il va découper cette problématique en sous-tâches beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples à faire, mais qui ont du sens par rapport à votre demande initiale. Il va donc pour ça mettre en place à la fois un travail ou une réflexion en différentes étapes, une planification, etc. Le type de sortie, on a à peu près la même, c'est-à-dire que quelque part, dans les deux cas, c'est des outils multimodaux, donc ils peuvent faire du texte, du code, de l'image, etc. Par contre, le modèle classique, on va l'utiliser plutôt pour avoir des sorties de type rédaction, image, code, là où le modèle à raisonnement, on va l'utiliser pour avoir des plans d'action, des aides à la décision, de l'exécution de tâches, des dossiers, donc tout ce qui va vous amener à produire du contenu plus structuré. Et donc en gros, si on devait faire une analogie, je veux dire que le modèle classique, ça va être plutôt un modèle exécutant. On va lui demander d'exécuter une tâche précise et que cette tâche, et surtout t'occupe pas de comment tu l'as fait, fais-la comme je veux, et ou alors un compteur, un créatif, etc. Là où le modèle à raisonnement, ça va plutôt être une sorte d'enquêteur, de détective, qui va analyser votre demande, planifier l'action liée à cette demande. On va plutôt être sur un assistant personnel. Donc en fait, hop là, c'est là qu'il faut appuyer. Donc en fait, on peut dire que le modèle classique, il crée sur demande, là où le modèle à raisonnement, lui, il va analyser, planifier et choisir lui quelles actions il va initier. C'est pour ça qu'il est à la base de l'IA agentique. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il va simplement analyser votre demande et son contexte. Donc, ça, c'est votre prompt. Donc, attention, c'est pas parce que c'est un modèle à raisonnement qu'il faut pas travailler son prompt initial, parce que c'est les fondations à partir desquelles le modèle à raisonnement va construire son raisonnement. Donc, plus votre demande initiale est riche, précise, structurée, plus ça fera des fondations solides pour le raisonnement de l'IA derrière. Et une fois qu'il a analysé votre prompt, il va décomposer la tâche globale en sous-tâches. Des tâches qui sont plus accessibles, plus simples, mais qui ont du sens pour arriver au résultat final. Et à la fin, il va faire un travail séquentiel d'exécution et de réalisation de toutes ces tâches pour vous amener à un résultat bien plus évolué que ce que vous auriez fait. Donc en fait, au lieu de donner une réponse directement, et c'est pour ça qu'on dit qu'il raisonne, dans les faits, il raisonne pas, hein, c'est un bricolage d'ingénieur, on est d'accord. Il s'écrit un texte pour lui-même. Il prend votre demande, et il va découper votre tâche en sous-tâches et il va s'écrire un prompt quelque part pour lui-même pour effectuer cette tâche de manière plus intelligente, plus logique, plus réfléchie. Mais il n'y a pas un vrai raisonnement tel qu'on l'entend nous en tant qu'humains. Donc des exemples, par exemple, prenons CM on the Beach. D'accord? Si vous êtes une IA et que vous devez organiser CM on the Beach, vous n'allez pas, organiser CM on the Beach. Parce que vous, en tant qu'humain, si vous devez organiser CM on the Beach, vous allez devoir trouver un lieu. Vous allez devoir trouver des partenaires, vous allez devoir définir un programme, trouver des intervenants,
trouver le traiteur, etc., etc., etc. C'est pas le genre de tâche que vous faites comme ça en un bloc. Donc pourquoi est-ce qu'une IA irait faire ce genre de tâche comme ça en un bloc? Ben non, en fait, elle n'est pas plus maligne que nous. Donc elle va avoir besoin, elle aussi, de découper en sous-tâches. Et c'est typiquement ce que fait un modèle à raisonnement. Votre demande est complexe, ok, il fait un plan d'action, en fait. Donc ça réduit les erreurs, ça réduit les hallucinations, ça rend des résultats hyper précis, ça permet d'effectuer des tâches complexes avec l'IA. Donc c'est intéressant, c'est un vrai changement, c'est une vraie évolution, mais par contre ne l'utilisez pas pour tout et n'importe quoi. Si vous avez un texte à traduire en anglais, vous n'avez pas besoin d'un modèle à raisonnement. Par contre, si vous voulez travailler un plan d'action, une stratégie marketing, un plan de com, l'organisation d'un événement, etc., là, oui, ça va avoir du sens d'utiliser ce genre de modèle. Donc, pour finir, je vous ai fait un petit tableau, moi aussi, parce qu'il n'y a pas que toi qui fais des tableaux, Benoît, sur les différents éditeurs et quels sont les modèles à raisonnement qui correspondent. Donc, sur ChatGPT, si vous voulez des modèles à raisonnement, vous allez devoir aller dans la série O, notamment en ce moment O3, O4 mini et il y a un O4 mini, ouais, voilà. Google, vous avez Google Gemini 1.5 Pro si vous êtes en version gratuite. Si vous êtes en payant, vous avez accès au 2.5 Pro expérimental ou 2.5 Flash, qui sont des modèles à raisonnement, sachant que le Flash, il est fait pour sacrifier un petit peu de la qualité au raisonnement pour de la rapidité d'exécution, parce que forcément, c'est des modèles qui répondent moins vite que les autres, les modèles à raisonnement. Anthropic, Claude, son modèle par défaut, Claude 3.7 sonné, et ce qu'on appelle un modèle hybride, c'est le premier du genre, c'est-à-dire que c'est lui, en fonction de votre demande, qui va choisir s'il bascule en mode raisonnement ou s'il reste en mode classique. Ce qui va permettre d'avoir le meilleur des deux mondes quelque part, même au sein d'un seul travail. Bon, DeepSeek, c'est DeepSeek R1, c'est eux qui ont un peu mis un petit coup de pied dans la fourmilière quand ils sont sortis, parce que ça a été un des premiers à faire justement à sortir un modèle de raisonnement, et comme il l'a sorti en plus avec des coûts beaucoup moins importants, etc., ça a fait aussi un petit, on va dire un petit drama économique, parce qu'on s'est dit mais pourquoi vous voulez des milliards alors que eux ils y arrivent avec des centaines de millions. Alors après les chiffres on sait jamais si c'est les vrais, mais en tout cas ça leur a permis de secouer un peu tout ça. Et le chat Mistral avec Mistral Large 2 qui lui aussi est capable de faire ce travail là, donc ils sont pas forcément en retard là-dessus, même si aujourd'hui honnêtement Claude Sonnet, Gemini 2.5 Pro et O3 sont vraiment au-dessus du lot. O3 est très très puissant. Gemini 2.5 Pro, je le trouve aussi hyper intéressant, et Claude, tu l'as dit, pour certaines tâches, c'est mieux aussi. En fait, ils sont tous bons, faut pas, enfin voilà, je veux dire, après c'est chacun va trouve midi à sa porte. Et là, je vous ai juste pour que vous voyez à quoi ça correspond. Ce qui est intéressant avec Gemini 2.5 Pro, c'est qu'il va vous afficher son raisonnement. Là où ChatGPT va, lui, avec O3, juste vous afficher un résumé de son raisonnement. Donc, en fait, il vous explique globalement ce qu'il a fait, mais il vous dit pas en détail. Donc là, vous voyez, je lui ai simplement demandé, alors, c'est un prompt bien trop simple pour une IA à raisonnement, hein, on n'a pas besoin d'une IA à raisonnement pour ça. À la limite, pour faire un séjour complet, oui, mais pour ça, non. Mais c'était pour que vous ayez un exemple. Donc, quels sont les lieux à visiter à Toulon pour une famille avec 2 enfants de 10 et 14 ans pendant un séjour de 3 jours? Et vous voyez, qu'est-ce que l'IA s'écrit à elle-même? Ok, je vais devoir commencer des recherches sur des attractions adaptées aux familles et des activités adaptées aux familles à Toulon qui sont compatibles entre guillemets avec des enfants âgés de 10 à 14 ans. Puis je vais aller réfléchir pour comment dire, des musées, des parcs, des plages, des tours en bateau spécifiques qui puissent s'appliquer à ce groupe d'âge. Et je vais aussi faire des recherches sur les options possibles pour des activités outdoor comme l'escalade, les sports d'eau, qui sont adaptés à un séjour de 3 jours. Finalement, je vais synthétiser toutes les informations collectées pour proposer un itinéraire de 3 jours, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, il s'est fait un plan de travail au regard de ma demande. Donc, ce qui est génial, et c'est ça qui est génial quand vous commencez à creuser l'IA et comme on le fait et qu'on essaye de voir ce qu'il y a sous le capot, c'est que c'est pas vraiment de l'intelligence. En fait, il s'est généré un texte pour lui-même. Mais en fait, il s'est généré un texte pour lui-même qui est tellement efficace en termes de plan de travail que le résultat va être super bon. Et finalement, du coup, ce simple petit bricolage, alors c'est plus que ça, hein, je charrie, hein, parce que moi je suis largement incapable de faire ça, mais ce petit truc et astuce trouvé par les ingénieurs a fait prendre un bond incroyable au modèle de langage dans l'efficacité sur des tâches complexes. Hop, et là, hop, excuse-moi. Ouais, C'est toi. tu avais mis quelques solutions. Donc, ouais, vous les avez ici. C'est vrai que c'est quand même, il faut bien comprendre que l'arrivée des IA à raisonnement, enfin, moi, je travaille pas mal sur tout ce qui est projet, stratégie, ainsi de suite.
là, on a passé un cap. Hein. C'est-à-dire quand on était bloqué à certains moments, on est arrivé, ainsi de suite. Alors là, ça, d'un coup, on s'est pris un coup de pied aux fesses. Là, ça a vraiment basculé, notamment sur la gestion de projet, tout ce qui est planning Gantt, et ainsi de suite. Enfin, des approches un peu, des structurations des projets, des budgets. Enfin, toute la chaîne en fait de la gestion de projet, par exemple, aujourd'hui marche très bien avec avec des bons prompts et avec de ce type d'IA à raisonnement. Il y a une fonction qui est quand même très, très importante et qui, pour moi, a révolutionné quand même cette approche-là, c'est la recherche approfondie. Qu'on a maintenant dans la plupart des IA, cette recherche approfondie, ça veut dire que là, on a pris Gemini parce que, enfin, on aime bien aussi là-dessus, je pense, c'est une des fonctions. Alors bien sûr, ChatGPT le fait, enfin la plupart le font, Perplexity aussi. Et là, lui, vous allez voir, je lui ai demandé, je souhaite obtenir d'informations détaillées pour rédiger une page web complète, information et informative sur l'activité culturelle de la Côte d'Azur. D'accord. Donc, il y en a qui vont sourire. Sur le type de clientèle, du néophyte en famille à l'animateur confirmé. Et puis, je lui demande quoi, pourquoi, enfin, pourquoi, contenu, et ainsi de suite. Et là, en fait, lui, il va faire un plan de recherche à partir de là. Il va poser tout ce plan de recherche, d'où l'intérêt aussi d'avoir un bon prompt aussi lié au plan. Et il va commencer à me sortir en fait un vrai compte rendu. Alors en général, ce qui est intéressant, c'est que quand on lance ce genre de recherche, il va vous dire bon ben je m'en occupe, tu peux faire autre chose et je te préviendrai quand j'aurai fini. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, continue à bosser. Hein. Là, on commence vraiment à avoir quelque chose d'autonome presque. Hein. C'est la première approche, le raisonnement et vas-y fais autre chose. Et là-dedans, voilà, on va retrouver. Lui, il fait toute une recherche raisonnée par étapes. Vous voyez là, et là après, c'est ce qui va me construire. Et là, ce résultat, je lui demande, par exemple, il me le propose. Est-ce que tu veux que je le mette sur un drive? Donc, oui, je lui demande d'aller sur le drive. Et vous voyez, il m'a fait 36 pages à partir de 129 sources sur la culture sur la Côte d'Azur. Structuré, organisé, avec un sommaire super précis ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'impact. Hein. Alors avant, quand ça a démarré, il y avait 6 pages, d'accord, ce genre de choses. Aujourd'hui, on arrive à des 36, on peut arriver jusqu'à une cinquantaine de pages. C'est-à-dire qu'en gros, le stagiaire que potentiellement vous preniez à certains moments en disant tu vas me faire une recherche sur tel truc, là, c'est en 10 minutes, c'est fait. Quoi. D'accord. Donc là, on en parle beaucoup à un moment donné dans le milieu un peu de l'IA, tout ça, de tous les doctorants qui souvent faisaient d'énormes recherches scientifiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut qu'ils fassent autre chose, quoi, parce que la recherche, si ce n'est la relire et la vérifier. D'accord, parce que c'est juste ça. Mais en fait, à chaque fois, vous avez toutes les sources. D'accord. Et là, si vous couplez ça avec un notebook LM, et vous comprenez en fait toute la force de frappe qu'on peut avoir et comment votre façon de travailler, elle est complètement changée, quoi. C'est obligatoire. Voilà, vous avez l'exemple ici, le rapport qui suit. Alors, la seule difficulté dans ce type d'approche, c'est quand vous commencez à avoir 36 pages, ainsi de suite, et si vous en lancez un, là, vous en lancez un deuxième, ça, vous vous retrouvez avec 150 pages à lire, vous allez réutiliser l'IA pour vous faire une synthèse de tous les trucs que vous avez fait, parce que vous n'arrivez même plus. Ouais, on arrive à ces moments-là. D'accord, ça peut tellement aller vite dans la production que ça change la façon de travailler. Quoi. Alors, après, on a, pour enchaîner, parce que je vais aller vite aussi, on est à 45 minutes, c'est vrai qu'il faut speeder aujourd'hui, c'est vraiment l'avènement des agents autonomes. Alors là, on a vu un premier niveau intermédiaire, mais c'est pas encore comme ça. Après, on a Operator, c'est celui de ChatGPT. Bon, là, c'est $200 par mois. Donc, bon, on l'a pas encore. On pense que et lui, il navigue de manière autonome sur le web pour réaliser des missions, des tâches que vous allez lui donner. Moi, j'en ai pris un autre, j'ai pris GenSpark. Il y en a deux qui sont sortis, Manus et GenSpark. Et je lui ai demandé de faire une approche assez simple. Alors, déjà, il vous propose des agents. Vous avez le super agent, vous avez des agents autonomes que vous pouvez utiliser, ainsi de suite. Et moi, je lui ai demandé de générer un jeu de pistes interactif et touristique sur le patrimoine médiéval pour un enfant de 10 ans sur la commune de Montpellier. D'accord. Et là, j'ai fait un micro-prompt. Hein. Enfin, le truc, c'est vraiment 2 secondes. Et lui, il est parti. Donc là, c'est exactement le raisonnement. Il a commencé à poser tout le raisonnement. Et puis, et à la fin, il fait tout le jeu de pistes. Et il me dit, tu veux que je te fasse le site web? Je lui dis, bah ouais, fais-moi le site web. Et là, en fait, il m'a généré le site web avec le jeu de pistes où il est allé chercher toutes les informations en ligne. Il a identifié ce qui était médiéval. Il a identifié où est-ce qu'il pourrait mettre des énigmes et ainsi de suite. Et il m'a créé. Alors ça, c'est du one page là-dessus. Hein. On est directement sur une chose assez simple ici. Mais avec Manus, donc, qui est une autre solution, lui, même prompt là-dessus.
Et lui, il m'a fait alors en plus, je me suis permis de lui dire: «Mais j'aimerais que tu prennes la charte graphique quand même, de l'office du tourisme de Montpellier». Donc je lui ai fait juste une, capture d'écran, de l'office, du tourisme, enfin de la page, et il m'a repris le code couleur et tout ça. Bon, il m'a pas repris tout le graphisme à fond, mais il m'a repris le code couleur, et là, je peux commencer l'aventure. Alors je ne vous l'ai pas mis en direct comme ça, mais voilà, énigme de départ. Alors là, il manquait juste la carte intégration à venir, et puis, il me pose la question, je mets la réponse, je valide, je passe au coup d'après. C'est-à-dire qu'il m'a mis directement un jeu de piste médiéval. Donc, je dis pas qu'encore c'est parfait, mais je sais pas si vous voyez un peu la projection. C'est-à-dire que si en 10 minutes, 20 minutes, je me fais un petit jeu de piste comme ça, dans chaque cas de figure de votre stratégie de développement et de valorisation territoriale, vous imaginez dans quelques mois comment, à un moment donné, c'est plus un problème. Ça aurait été quoi? Allez, 2-3 jours, un chargé de mission, voire plus une semaine. Là, c'est 10 minutes. Donc, vous en faites un pour un enfant de 10 ans, vous en faites un pour un enfant de 15 ans, pour des petits, pour des handicapés, pour des aveugles. Enfin, vraiment, le choix. Et là, on bascule dans un tourisme vraiment avec une réponse hyper individualisée. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Bravo, voilà, j'ai mis la réponse, il m'a dit merci, il continue. Alors, il y a encore des petites erreurs quand même là-dedans, mais vous voyez, vous avez plusieurs types de réponses, ainsi de suite. Bon, ça, je crois qu'après, voilà, moi j'ai fini mon point, c'est à toi, d'accord? Tu as juste 2 minutes pour toi. Ouais, merci. Je vais être concis du coup. Bonjour à tous. Donc l'idée c'est sur ma petite partie à venir de vous montrer des cas concrets qu'on a chez Génial. Donc chez Génial Generative IA Lab, on est basé à Bordeaux. On accompagne les entreprises à mettre en action l'IA générative dans leur quotidien. On a une méthodologie très claire qui va de l'identification à la conception. On est des faiseurs et on a des gros sujets sur l'adoption. Donc en lien avec le thème de l'atelier qui est de l'IA, les IA à raisonnement, tout notre état des lieux d'identification des cas d'usage, on se sert d'IA. Donc c'est là où je suis assez raccord avec Benoît sur la capacité de Claude. On est très fan de Claude. Et je vous invite aussi à tester DeepSeek en mode raisonnement gratuit, c'est facile. Ça permet déjà de se tester sur des IA à raisonnement. Mais la méthodologie que je voulais vous montrer en cas d'usage pour des clients dans une phase de diagnostic. Donc le diagnostic IA data, c'est une phase préalable avant la conception, de se dire quels sont les besoins, quels sont les premiers cas d'usage qu'on va prioriser pour mettre en œuvre. On va dans les entreprises, on passe du temps avec tous les services, tous les secteurs. Donc ça peut être des entreprises du tourisme et hors tourisme. Là, le cas d'usage, l'exemple que je vous montre, c'est au sein d'un gros tour opérateur parisien qui a un service production, un service billetterie, etc. Et on est allé interviewer chaque service au niveau compta, au niveau DAF, RH, commercial, production, etc. On a enregistré, donc je vous mets à titre d'exemple 2 outils IA d'enregistrement vidéo, Fathom, et une solution française Dictei. On n'a pas d'action chez eux, hein, mais qui sont assez performants, qui enregistrent de la vidéo et de l'audio, sachant qu'on était en présentiel pour faire ces entretiens. Et grâce à Claude et à ces IA à raisonnement, on va prompter avec de la matière, c'est-à-dire tout le contexte qu'on a enregistré au niveau des entretiens, pour derrière amorcer un rapport de diagnostic complet. Benoît évoquait un rapport de 36 pages. Nous, ça va être des rapports effectivement assez profonds, mais qui vont d'abord identifier des use cases. Donc là, il y en a 5 qui remontent, mais au final, il y en avait 52. Donc de ces 52 cas d'usage remontés sur tous les métiers, tous les services, on va, grâce à une priorité et un scoring, vous voyez des petites étoiles, se dire les cas d'usage, l'IA va m'aider à les remonter sur des priorités business, sur des impacts de ROI, sur une rapidité de mise en œuvre, également sur un coût, et on va avoir un scoring dédié de cas d'usage. Donc c'est un exemple pour générer un rapport grâce à Claude, grâce à une logique de raisonnement avancée, issu, on va dire que la base de connaissances était liée aux entrevues physiques qu'on a pu générer. Donc ça permet très vite d'identifier des cas d'usage prioritaires avec une valeur élevée et un déploiement rapide. Rapide parce qu'encore une fois, la technologie va très vite et on ne s'engage pas sur des projets à 18 mois. On aime bien sortir des choses sous 2-3 mois parce que les technologies nous amènent à considérer les choses différemment très très vite. Un deuxième cas d'usage intéressant que je voulais porter à votre connaissance dans cet atelier,
c'est la façon dont, alors on est aussi un peu proche du sujet de l'automatisation qu'on avait évoqué hier, mais c'est quand même intimement lié à une logique de raisonnement dans la conception et dans la façon dont les agents IA peuvent se répondre les uns des autres. Ici, on est dans une logique, toujours chez ce même tour opérateur, qui avait une problématique de production de contenu, dans une logique de SEO. Pour exister, concrètement, ils étaient très forts sur 2 destinations. Ils consacraient, avec une agence externe, un volume de 300 briefs, je parle bien de briefs éditoriaux par an, pour ensuite créer des contenus éditoriaux. Grâce à l'IA, la projection, ça va être x10. Et la conséquence de ça, ça va être de se dire qu'ils étaient sur 2 destinations, c'est un tour opérateur généraliste, ça va leur permettre d'aller sur la quasi-totalité des destinations de leur catalogue pour exister en SEO et avoir un volume de production de contenu associé. Donc les agents, c'est des agents de création de briefs, des agents de contrôle qualité, des agents de réduction, et on peut aller jusqu'à l'automatisation pour intégrer dans le CMS pour publier le contenu. Donc, automatiser un agent qui pourra publier. Évidemment, l'humain est toujours présent. On peut totalement avoir de l'humain dans des sujets de qualité entre chaque agent, mais on pourrait décider, c'est un des sujets qu'on avait avec Thomas, de laisser tourner la machine et de se dire que demain, si c'est très qualitatif et très pertinent, le process se fait tout seul sans intervention humaine. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a une nécessité absolue et impérieuse d'avoir de l'humain à chaque étape, mais l'objectif, c'est un x10 dans la production de contenu et du coup, avoir une autorité digitale avec du SEO à la clé pour ce tour opérateur. Donc voilà, donc des économies, évidemment, un volume de briefs associé et une tarification. Donc ça, nous, on est très challengé en externe et en interne sur le modèle économique. Au final, ce qui se fait pas mal, c'est un sujet de cession et de coût à l'action sur ces sujets de raisonnement, parce que chaque action a un coût potentiellement. Et au final, la valeur, en tout cas, nous, on l'envisage sur un brief généré, c'est-à-dire sur une action. Et je pense que les modèles économiques qui vont évoluer, aujourd'hui on est très forfaitaire dans les gros acteurs du marché, mais à terme, je pense que des sujets d'achat de cession ou d'action, en tout cas là, il y a une tarification à l'usage qui est envisagée, parce que si vous sous-traitez à un rédacteur, ça va vous coûter 400 € l'article, ou le feuillet, ou la page. On est un peu dans cette logique-là, où au final, on aura un ROI par rapport aux éléments qui sont générés ici du contenu éditorial. Très rapidement, on l'avait évoqué hier, mais je vous remonte plutôt en ouvrant le capot légèrement, un sujet d'un moteur de réponse IA qu'on a déployé pour donc Charente Tourisme. Donc là, c'est un peu la sauce interne un peu complexe, avec des bases de données, de la vectorisation de données, avec Qdrant, où au final, là, il y a un utilisateur qui va poser une question. Donc il y a un ensemble d'interactions et d'agents IA qui vont se répondre de façon un peu plus synthétique, ce schéma-là, et à mon sens un peu plus compréhensible, je vous l'explique. Par rapport au moteur, où on le voit, il y a une question qui est posée. On est un peu dans un site qui ressemble un peu à un Perplexity du tourisme. On décritérise, on n'a plus de menu, on n'a plus de filtre déroulant, on a véritablement un moteur central. Derrière, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur va poser une question et on va avoir un ensemble d'agents qui vont se répondre, entre un agent d'analyse de quelle a été la question, qui va aller piocher dans les bases de données internes, un SIT et potentiellement des bases de données externes, un agent qui va générer la réponse, un autre agent qui va suggérer des questions liées, et tout ça va être évidemment analysé. L'idée, c'est bien de répondre à une question. L'idée, c'est encore mieux de pouvoir analyser cet aspect très qualitatif d'un volume de données d'input utilisateur. Et on a créé un petit agent qui s'appelle Genialitica en interne, qui va permettre d'analyser le volume de conversation pour en sortir des insights un peu clés. Bon, je pensais que j'avais des... Oui, voilà, pardon. Là, j'ai remis le schéma, sachant que depuis 2 semaines, on montre le raisonnement justement, chose qui n'était pas le cas au début, mais à la demande du client, et je trouve ça très positif, un peu par rapport à ce que font les gros acteurs du marché. On montre la façon dont l'agent raisonne et le fait que l'utilisateur comprenne, mais que ça mette un peu de temps. C'est-à-dire que ces agents à raisonnement, c'est un peu moins immédiat dans l'interaction question-réponse. On fait des fois tourner un quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes. Et ça, c'est tout le changement un peu de paradigme de ces IA raisonnements, où il faut prendre le temps pour avoir au final une qualité de réponse
à la sortie. Donc l'affichage, après le raisonnement, il est ici enrichi. Et l'aspect Genialitica que je vous montre rapidement, donc là c'est un agent un peu tiers, qui est un peu en back-office pour le client, mais va permettre d'analyser le volume de questions posées pour des tendances, pour des insights, qui vont permettre de dire voilà des tendances de localisation, des personas, on va avoir des groupes utilisateurs, des besoins émergents et des choses qui peuvent aussi orienter la production éditoriale du site de Charente Tourisme en l'occurrence. Donc voilà un principe d'étape et de raisonnement dans l'écosystème touristique, et on passe à N8N avec Vincent. Ouais. Alors moi je voulais juste vous montrer ça, pas forcément pour vous expliquer comment on fait ça, c'est pas du tout la question. C'est juste parce que c'est toujours difficile de comprendre en fait c'est quoi un agent, comment ça fonctionne un agent. Je comprends pas, on me dit qu'il y a un agent qui en fait reçoit les demandes et puis il prend des décisions, il fait intervenir d'autres outils, etc. En fait j'aime bien N8N parce que pour ça c'est hyper visuel. Donc en fait on va simplement suivre le trajet de l'information dans ce scénario-là. Ce scénario-là c'est quoi? C'est un scénario d'automatisation que j'utilise pour traiter mes mails globalement et notamment aller chercher des disponibilités quand je reçois le mail d'un client qui me demande des dispos pour une réunion. Donc qu'est-ce qui se passe en fait là-dessus? Au départ, il y a un mail qui arrive dans ma boîte Outlook. Ce mail, il est automatiquement, il déclenche ce scénario. Le mail va être envoyé à un petit module ici qui va juste vérifier si je suis le destinataire direct ou si je suis en copie. Si je suis le destinataire direct, la demande suit son cours. Si je suis simplement en copie, la demande ne suit pas son cours. Le mail reste toujours en non lu dans ma boîte, c'est juste de la donnée qui traverse. Et donc, une fois que il a vu que j'étais destinataire, ça continue et on va arriver à l'extraction du texte du mail. Donc ça, c'est un petit module qui va aller récupérer uniquement le texte du mail. Et là, on arrive dans la partie agent. Donc, pour que vous compreniez, en fait, l'information, donc, elle arrive chez l'agent. Un agent, c'est quoi? C'est tout simplement un orchestrateur de tâches. Et lui, il a deux prompts. Il a un prompt système ici, qui lui donne en fait quel est son rôle, quels sont les attendus qu'on a, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Et là, vous voyez, je lui ai dit, tu es l'assistant d'un cabinet conseil en formation et intégration des IA génératives dans le secteur du tourisme, blablabla. Enfin bon, globalement, je lui raconte ma vie et je lui fais un profil qui est le mix entre moi et Benoît pour que ce soit vraiment un psychopathe. Et ensuite, un peu d'Arnaud aussi, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai le prompt utilisateur. Celui-là, il est plus lié à la tâche directe que je vais lui demander. Et c'est ici que je lui indique que, en fonction de la nature du message, il va falloir qu'il aille adresser des outils, d'accord, qui correspondent au sens du message. Et donc ça, c'est quoi? Ici, j'ai un outil qui est en fait un accès à un dossier partagé sur OneDrive dans lequel il y a toutes mes offres commerciales. Donc, globalement, il y a toutes nos offres de formation. Et ici, il y a un accès à mon Google Calendar qui, lui, voit si j'ai des disponibilités ou pas. Si c'est une demande qui arrive ici et qui est une demande de oui, je vous ai vu à Sam on the Beach, vous êtes particulièrement intelligent, pertinent et plutôt beau gosse, on aimerait travailler avec vous. Dans ces cas-là, l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il va plutôt aller chercher dans les offres pour pouvoir me faire remonter des formations pertinentes par rapport à la demande du client et me faire un brouillon. Ou alors, si ça demande de la disponibilité, il va aller sur mon agenda. Donc ça se joue à ce niveau-là. Donc l'information, pour l'instant, elle est là et lui, il a des directions. Et donc cette information, d'abord, elle arrive ici. Mais l'agent IA, il a besoin d'une IA, il a besoin d'un modèle de langage pour pouvoir lire le mail, traiter l'information, répondre le mail. Donc l'information, elle part de l'agent IA et elle va au modèle de langage. En l'occurrence, là, j'ai choisi ChatGPT, j'aurais pu choisir Claude, j'aurais pu choisir Gemini. Donc, ChatGPT reçoit le mail, il comprend le mail, il sait ce que veut le mail, l'information remonte à l'agent. En fonction de ça, l'agent sait, ah mais ok, le mail, il parle de ça, donc je vais aller... Maintenant que j'ai l'information revenue de ChatGPT, je vais aller adresser le mail. C'était une demande de disponibilité, enfin l'agenda, pardon, pour voir s'il y a des dispos sur la période qui a été demandée dans le mail. À partir de là, l'outil va remonter l'information de mes dispos au niveau de l'agent, qui va refaire appel à ChatGPT pour traiter cette information et rédiger le mail. Et après, ça revient à l'agent, qui fait passer le contenu du mail à un module Outlook, qui me génère un brouillon dans... Et je n'ai plus de micro assez. Dans mon Microsoft Outlook. Donc, il n'envoie pas le mail, d'accord? C'est l'automatisation et l'autonomie, c'est deux choses différentes. L'automatisation, c'est je traite. L'autonomie, c'est tu vas jusqu'à envoyer le mail, publier sur les réseaux, etc. Honnêtement, on n'en est pas encore là.
il y a un contrôle qualité qui est indispensable. Mais en tout cas, moi, ça me facilite la vie. Et petite étape que vous avez vue ici, que je vous ai pas expliqué, cet agent, il a une mémoire, ce qui fait qu'en fait, tout ce qui a été fait et le résultat est mémorisé dans cette sorte de base de données dédiée. Et s'il y a une autre tâche identique qui revient, ou si la personne à qui va demander les disponibilités, en fait, renvoie un mail en disant « Ah mais non, finalement, je suis pas dispo, je me suis trompé », comme il a une mémoire des échanges qu'on a eus auparavant. Et donc ça va rentrer aussi dans sa prochaine réponse. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que ça vous donne quand même une idée du flux de la circulation et de comprendre un peu plus basiquement comment ce genre d'outil fonctionne. Voilà. Ouais, vite. N8N est un super outil, plutôt nouvel outil à l'usage des devs low-code, comme on se le disait, qui mérite une prise en main un peu technique. Très rapidement, moi, dans le côté méthodologie, on se pose beaucoup la question de comment y aller, la notion de démarrer où l'IA a le plus d'impact. Donc, c'est plutôt le côté, effectivement, de trouver la plus-value. Donc, cette vision de diagnostic est hyper importante pour prioriser, je l'évoquais tout à l'heure. Et voilà, de notre côté, on a 5 étapes, de la conception au partage expérience. Donc, ces 5 étapes clés, elles sont hyper importantes pour le point qui est absolument crucial dans l'IA, c'est l'adoption. On parle beaucoup de ces IA, on a beaucoup parlé, faut-il tout automatiser? Certaines choses, certainement. La connaissance d'ensemble, elle est hyper importante. En tout cas, voilà, la notion d'accompagnement apparaît hyper importante et la culturation faite sur les ateliers aussi, énormément. Donc voilà, Benoît, je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah écoutez, on a essayé de vous présenter ça du plus simple presque au plus compliqué. Hein. Vous voyez que le champ, il est large et c'est pas si simple que ça. Et en fait, attention aussi à un moment donné de pas s'y perdre parce qu'on peut passer son temps à explorer. Et à un moment donné, quand même, vous avez une mission, d'accord? C'est faire du tourisme, par exemple, ainsi de suite. Donc, être vigilant quand même sur cette approche-là. Je prends une question, s'il y a ou pas. On est un peu en retard, mais vous avez le droit de vous exprimer. Oui? Non? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous souhaite... Ah! Une petite question. Bonjour, du coup, j'ai une question parce que j'ai déjà travaillé du coup Juste le micro dans le... comme ça. Du coup, j'ai déjà travaillé un petit peu avec ce que vous venez de présenter et notamment, par exemple, pour le mémoire de mon compagnon qui est en train de le faire et c'est assez affreux. Et on s'est rendu compte, par exemple, que quand on utilise un modèle raisonné, eh ben, il a tendance à inventer les sources ou alors à les modifier ou à les transformer. Et du coup, j'ai testé dans le cadre de l'office et pareil, par exemple, nous, sur toutes les questions des lacs ou des cascades, il va tendance à déformer ou à inventer. Et au final, dans ses recherches, on peut même plus se fier à ce qu'il a trouvé. Notamment avec les plans de recherche où les sources ne sont Avec plus quel fiables. outil? C'était quel outil? C'était avec ChatGPT. Ouais. C'était un modèle à raisonnement ou c'était la recherche approfondie? C'était modèle à raisonnement Ouais. et après on a testé avec à l'approfondi. D'accord. Normalement, avec la recherche approfondie, on n'a pas ce problème-là parce que il va chercher sur Internet. Alors après, il peut trouver sur Internet des choses qui sont pas fiables, hein, on est d'accord, mais ça limite en fait les risques d'hallucination. Parce que le problème, c'est que le modèle à raisonnement en lui-même, s'il estime que c'est pas nécessaire, il va pas déclencher la recherche. S'il déclenche pas la recherche, il travaille sur ses données d'entraînement. Ces données d'entraînement, c'est pas du tout la même structuration que ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est pas du tout la même fiabilité, la même structure. Et du coup, effectivement, on peut avoir plus souvent de l'hallucination parce qu'il trouve pas spécifiquement la donnée et l'info que vous voulez, parce que les données d'entraînement, c'est pas forcément fait pour faire de la recherche. Et il va donc inventer quelque chose. Normalement, si on passe en recherche approfondie, donc la recherche approfondie, c'est simplement un modèle à raisonnement et l'exploitation de la capacité de l'IA à driver 20 recherches sur Internet en même temps. Et là, du coup, tu limites un peu ce problème parce qu'il va aller chercher les infos, et notamment sur les lacs, etc. Si c'est votre site qui en parle le plus et qui est le mieux référencé sur Internet, il va aller chercher c'est vous. Et donc là, tu auras de l'info fiable. Mais... Donc voilà, c'est sur une question de, et j'arrête après, sur une question de recherche, parce que nous on s'en sert aussi beaucoup comme ça, hein, forcément pour faire des dossiers d'études et des choses comme ça. C'est vraiment la recherche approfondie qu'il faut aller chercher, parce que là ce que tu veux c'est de la donnée fraîche, de la donnée fiable, etc. La donnée d'entraînement d'une IA, elle sert à l'IA à fonctionner, à maîtriser le langage, elle ne sert pas forcément à faire de la recherche. Et ça je le dis aussi, le premier usage que vous avez des IA, même les IA classiques, c'est d'aller rechercher dedans. Une IA n'est pas un moteur de recherche.
Perplexity peut être utilisé comme ça. La recherche approfondie, ça déclenche ça. Mais un GPT-4 classique, c'est pas un moteur de recherche. Vous êtes en train de brûler la moitié de l'Amazonie pour faire un truc que Google sait très bien. Merci Vincent. Voilà. Ouais, donc moi juste les références en fait, d'accord. Dans toute la recherche, il y a des références. Donc en général, on peut vérifier. Donc de toute manière, il faut vérifier, d'accord. On a encore des hallucinations sur les IA et l'important c'est est-ce que vous pouvez vous dire que cette info, elle est vérifiable. À partir d'où on peut aller sur le site web et regarder tout de suite si c'est fiable ou pas fiable. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut voir. Je vous remercie, on a explosé le temps. En tout cas, j'espère que vous avez pu explorer. Merci beaucoup.